Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, sans surprise, nous allons parler de médiumnité. Mais nous allons en parler sous un angle légèrement différent. D'habitude, je vous parle d'aspects généralement théoriques. Développer sa médiumnité, comprendre sa médiumnité, mettre en place des exercices au quotidien, des rituels, pour pouvoir mieux maîtriser ses sens, comprendre comment on fonctionne. Bref, vous l'aurez compris, d'habitude, je suis plutôt orientée dans un aspect éducatif ou en tout cas de partage de connaissances théoriques. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un aspect beaucoup plus personnel. Évidemment, comme toujours, l'objectif c'est de pouvoir vous permettre de vous identifier à ce que je transmets, que vous puissiez vous reconnaître et mieux vous connaître par ce que je vous présente et propose. Mais bien évidemment, je ne peux pas me targuer d'avoir un discours universel, puisque je suis un être unique, et donc je perçois le monde par un prisme singulier. Néanmoins, je pense que mon expérience parlera certainement à nombre d'entre vous et me semble légitime d'être partagée. Parce que je remarque que peu de personnes connaissent réellement ce que représente la médiumnité, ou peu en parlent réellement. La médiumnité, c'est finalement vivre quotidiennement dans un monde qui est partagé par l'ensemble des êtres vivants qui cohabitent, mais avec un prisme de perception qui semble légèrement différent. Non pas que la conscience du monde soit diamétralement différente, mais il me semble qu'en tant que médium, nous vivons à la fois la réalité de tout le monde, mais aussi avec un complément d'information qui enrichit cette perception et peut parfois provoquer quelques désagréments, ou en tout cas cette sensation d'être dissocié de la réalité commune. Malgré tout, il me semble nécessaire de préciser que nombre de ces difficultés ou encore cette sensation d'être dissocié de la réalité commune n'existerait tout simplement pas dans une société qui intégrerait l'invisible comme étant une part de réalité commune et comme étant quelque chose de tout à fait admis. Aussi, je parle en tant que femme médium du XXIe siècle en France. Et ces détails sont extrêmement importants pour mieux comprendre le fondement de tout ce que je vais vous partager ensuite. Parce qu'il existe de très nombreuses communautés humaines, civilisations, qui considèrent l'invisible et la place des esprits comme étant tout à fait légitime et tout à fait égale à celle des vivants dans notre monde. Ce n'est pas notre cas. Et même si l'invisible et les perceptions extrasensorielles sont beaucoup plus acceptées aujourd'hui et beaucoup plus admises par une grande partie de la population, cela reste une conception ou une perception marginale de notre réalité. Et donc cela constitue une sorte de croyance ou de prise de position, même inconsciente ou involontaire, lorsque l'on assume cette part de notre perception. Maintenant que ce point est éclairci, j'aimerais introduire cet épisode en expliquant pourquoi j'ai souhaité aborder ce sujet. Comme toute caractéristique de l'être, la médiumnité est une facette évolutive, irrégulière, et qui a tendance à agir comme une sorte de courant parallèle au reste de notre personnalité, de nos caractéristiques ou de nos outils d'évolution. La médiumnité n'est pas linéaire, elle n'est pas figée, elle n'est pas quelque chose qui apparaît à la naissance et reste telle qu'elle. Et comme elle évolue au fil du temps, elle évolue aussi au rythme de l'être lui-même. Ce qui ajoute finalement une dimension supplémentaire à l'évolution de la personnalité, à l'évolution de l'esprit, donc spirituel. Et c'est ce qui a tendance parfois à approfondir ou rendre beaucoup plus intense des étapes de vie que chacun expérimente. Dans l'abondance d'informations que nous avons à intégrer dans chaque changement, dans chaque évolution, dans chaque nouvelle expérience. La médiumnité est comme une sorte de sac à dos supplémentaire, avec des outils supplémentaires,
mais qui n'ont toujours pas été livrés avec une notice d'utilisation. Et on pourrait croire qu'une personne médium, finalement, possède cette fameuse notice d'utilisation, ce manuel de construction de meubles en kit, qui finalement nous permettrait de vivre cette humanité avec une bien plus grande légèreté. Eh bien non, non, c'est une totale fausse croyance, parce que la médiumnité constitue une caractéristique supplémentaire, donnée ou livrée, considérez ça comme vous le souhaitez, sans notice, sans explication et sans coup de main. Alors permettez-moi de vous parler de ce qu'est la médiumnité selon mon prisme de perception et selon mon existence, en essayant encore une fois de rendre ce partage le plus universel possible. Et comme toujours, je vous invite vraiment à me partager vos propres ressentis, peut-être des éléments que je n'aurais pas mentionnés dans cet épisode et qui vous semblent être des éléments importants. Permettez-moi tout d'abord de vous parler de l'évolution de la médiumnité au fil des âges. Parce que maintenant que je suis adulte et que j'ai du recul par rapport à ma propre expérience, même s'il reste encore un paquet de choses à vivre, j'ai quand même 3 décennies de recul sur l'évolution de la médiumnité et sur la manière dont elle se pose ou évolue au sein de l'être. Et j'ai bien remarqué, que ce soit en tant que médium ou en tant qu'accompagnante de médium, qu'il y a une sorte d'évolution qui est propre aux âges majeurs ou aux périodes majeures de la vie humaine. Donc j'ai pu remarquer que par exemple, avant l'âge de 7 ans, on va dire à peu près, ce n'est jamais un passage strict, c'est-à-dire que cela dépend de l'être, cela dépend de l'enfant, de l'être humain qui vit cette évolution. Il y a cette confusion des réalités. Il y a ce vécu de la médiumnité par le prisme de la confusion des réalités. Qu'est-ce que je veux dire par confusion des réalités ? Ce qui me semble être l'enjeu majeur de cette médiumnité qui pointe et qui parfois, même majoritairement, s'éteint autour de ces âges-là, pour la plupart des enfants, autour des 7 ans, il y a cette difficulté à concevoir la réalité humaine comme étant la réalité de la conscience, ou en tout cas la réalité à prioriser pour une certaine période. J'ai donc la sensation que pour les enfants qui traversent cette évolution ou cette apparition de la médiumnité, parfois elle apparaît plus tard, mais généralement elle apparaît dans les premiers âges, eh bien il y a cette difficulté à s'imprégner pleinement de la matérialité et donc du corps. Ce qui fait que l'esprit va être l'élément majeur qui va recueillir l'information et avoir potentiellement des difficultés à s'ancrer pleinement dans un fonctionnement familial, sociétal, et potentiellement dans la difficulté d'apprivoiser ce corps qui finalement a besoin d'être apprivoisé. C'est toute la phase d'apprentissage justement de ce corps comme étant un outil d'évolution dans un espace qui est un espace prioritaire pour l'être. Eh bien, la médiumnité va être vécue par ce prisme-là. Qu'est-ce qui est réel pour ma conscience, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et généralement, l'enfant va avoir tendance à recueillir beaucoup d'informations liées à sa médiumnité ou à sa sensibilité naturelle et à considérer que c'est une réalité universelle. Et finalement, ce questionnement-là va perdurer au fil des âges, parce que même adulte, il reste difficile de savoir ce qui fait partie de la réalité de l'autre ou de notre réalité exclusivement. Eh bien, c'est à la petite enfance, à mon sens, qu'apparaît ce questionnement profond de qu'est-ce qui est ma réalité, sur quoi et sur quels aspects ma conscience doit se focaliser et comment apprivoiser le corps comme étant mon outil principal et non plus mon esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque nous évoluons sur Terre, la priorité restera toujours notre constitution matérielle, même si notre esprit est évidemment celui qui orchestre tout ça.
Mais un enfant, un bébé, va finalement avoir tendance à s'échapper assez facilement dans ce qu'on pourrait appeler son imaginaire, mais qui finalement est quelque chose de bien plus subtil et bien plus riche que ça. Certes, l'imaginaire est riche, ça c'est certain, mais beaucoup d'enfants ont surtout tendance à s'échapper dans des aspects beaucoup plus multidimensionnels de leur être, et donc n'ont pas conscience qu'ils sont connectés à d'autres espaces-temps, à d'autres réalités, et ils ont parfois des difficultés à s'en extraire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu vivre moi-même en tant qu'enfant et que je reconnais chez les enfants médiums que j'accompagne en séance et qui finalement présentent une sorte de difficulté à accéder pleinement à leur matérialité. Et puis vient la deuxième grande étape qui pour moi est l'étape de l'adolescence et qui a tendance à donner du fil à retordre. Je vais essayer de parler un petit peu plus de mon expérience parce qu'encore une fois, même si pour la petite enfance, j'ai du recul par rapport à des êtres autres que moi, j'avouerais avoir plutôt envie de partager ma manière de vivre la médiumnité lorsque j'étais adolescente. À l'adolescence, je pense que ça a été la période la plus riche en ce que j'appelle les crises médiumniques, c'est-à-dire une médiumnité qui est tout à fait aléatoire, qui par période va être extrêmement riche et précise, et à d'autres moments complètement s'éteindre, ou partiellement s'éteindre. L'adolescence, c'est finalement la période de l'appréhension de sa propre personnalité, c'est-à-dire que le corps et la réalité matérielle ont été intégrés comme étant l'élément priorisé par la conscience, mais maintenant, il faut réussir à apprivoiser l'évolution de la personnalité et surtout sa singularité. Je fais certes partie d'une famille et d'une communauté, mais je suis aussi un être unique. Et en tant qu'être unique, je dois à la fois apprendre à me connaître, mais aussi me sentir en lien et accepté par ma communauté. Et comme je le disais en introduction, la médiumnité n'est pas quelque chose de facilement accepté dans notre société, ou en tout cas, à l'époque où j'étais encore adolescente, ça n'était pas du tout quelque chose en vogue, ça n'était pas quelque chose dont nous parlions facilement, et d'ailleurs, personnellement, je le cachais. Je n'en parlais qu'à très très peu de personnes de confiance, et ça a duré très longtemps. Ce qui m'a marqué dans cette période de l'adolescence, c'est qu'il y avait vraiment cette notion paroxystique de tout ou rien. Et je pense que c'est très caractéristique de la difficulté à se stabiliser que l'on peut vivre lorsque l'on est adolescent. Nous n'avons pas encore appris à faire dans l'équilibre. Nous explorons de premières expériences émotionnelles. C'est justement la grande période de l'ajustement de l'être humain. Et c'est ainsi qu'il apprend à faire des choix, à comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il vit, à comprendre sa place dans la communauté, la place qu'il occupe vis-à-vis des parents, des professeurs, des amis. Et c'est aussi là qu'il apprend à se projeter et qu'il prend conscience pleinement conscience en tout cas, de l'engagement qu'est l'incarnation et qu'est la vie. Et donc, ce qui est vécu notamment par les parents comme étant la période où l'adolescent rejette l'extérieur, où il a tendance peut-être à vouloir s'émanciper très vite parce que c'est aussi les prémices de ce qu'il sera en tant qu'adulte, eh bien, d'un point de vue de la médiumnité, j'ai vraiment la sensation que c'est vécu de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a, en tout cas j'ai vécu pour ma part, des périodes de grand rejet de cette médiumnité, des périodes où je ne voulais plus en entendre parler, des périodes où j'en souffrais à tel point que je souhaitais parfois qu'elle ne fasse plus partie de ma réalité, tout en comprenant que si elle ne faisait plus partie de ma réalité, eh bien, je ne serais plus du tout la même personne, je n'aurais plus du tout la même vision du monde et de la vie, et donc c'était aussi quelque chose qui m'effrayait. Et dans cette difficulté à mesurer l'appropriation de la médiumnité et la manière de la vivre, eh bien ça a donné des périodes d'extinction où finalement je ne ressens quasiment plus rien, je n'ai plus de rêves, plus d'informations subtiles, plus grand-chose, et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et d'autres périodes où pour le coup on est tout à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de pic médiumnique qui fait que, en tout cas moi je cumulais 3-4 fois par semaine, voire 5 fois par semaine, des terreurs nocturnes terribles, des attaques ou en tout cas des échanges musclés avec certains esprits, que ce soit la nuit ou alors leur présence le jour qui était d'autant plus forte.
pour le coup, c'était vécu d'une manière extrêmement instable. Et puis arrive l'âge adulte. Et l'âge adulte, à mon sens, c'est une nouvelle fois, l'âge adulte intervient à un âge qui est tout à fait individuel, selon l'évolution de la personne. Mais ce qui me marque le plus actuellement, c'est de comprendre que la médiumnité n'est plus exclusive à une manière de percevoir l'invisible ou à des informations très restreintes. Lorsque j'étais enfant, je percevais surtout les défunts. Lorsque j'étais adolescente, je percevais les défunts et quelques êtres de la nature ou des êtres guides, mais c'était relativement restreint. Je percevais également les mémoires des lieux, mais c'était globalement restreint. En tout cas, ça restait relatif à ce qui n'était pas de l'ordre de ce qui représente l'autre être humain. Or, lorsque l'on est adulte, eh bien, en tout cas, c'est la manière dont je vis cette évolution médiumnique, interviennent des informations d'une infinie richesse. Alors quand je dis infinie, lorsque je vous dis infini, vous comprenez que c'est comparativement à ce qui a pu être vécu dans l'enfance, c'est-à-dire que l'adulte médium a conscience, beaucoup plus en tout cas, de la nature de sa réalité, la nature de sa personnalité, mais aussi de toute la complexité que représente l'esprit humain. Ce qui fait que, et comme je vous le disais encore une fois en introduction, la médiumnité agit finalement comme une sorte de courant complémentaire parallèle à l'évolution de la personnalité et de l'être. Et bien finalement, en tant qu'adulte médium, je me rends compte que la médiumnité enrichit ou en tout cas complète mon évolution émotionnelle, mon évolution spirituelle forcément, intellectuelle. Elle enrichit les perceptions que j'ai des autres êtres humains que je côtoie au quotidien. Elle me permet de recueillir de l'information, en tout cas elle me fait recueillir de l'information à la fois sur l'environnement actuel, mais aussi le passé de l'environnement dans lequel je suis, potentiellement les influences futures, mais aussi ce qui est de l'ordre des influences passées, présent, futures, des êtres que je côtoie ou même que je ne côtoie pas, mais que j'ai pu entre guillemets, connaître via les réseaux sociaux, par exemple, parce que nous évoluons aussi avec cet aspect de la société qui fait que nous avons aujourd'hui accès à des personnes que nous ne rencontrerons peut-être jamais dans notre vie. En tant que médium, ça a son importance parce que je constate que je reçois parfois des informations non voulues, non sollicitées, non demandées, qui ont un rapport avec la vie de personnes que je ne rencontrerai jamais, dont j'ai simplement vu le visage ou entendu la voix sur les réseaux sociaux à quelques occasions. La médiumnité devient finalement une sorte de réservoir d'informations qui nous communique de l'information la nuit, lorsque l'on rêve, la nuit lorsque l'on se réveille, le jour lorsque l'on pense, le jour lorsque l'on est en train de faire autre chose et que justement on ne pense pas, ou en tout cas on n'a pas une pensée dirigée. Elle intervient dans la nature des relations humaines, dans les choix que l'on fait, dans la conscience que nous avons peut-être de suivre un bon ou un mauvais chemin par rapport à ce qui est le plus juste pour nous, mais aussi par rapport éventuellement à des projets que nous voulons mettre en place. C'est-à-dire que la médiumnité devient un vecteur d'une information infiniment plus abondante et que la personne médium, ou en tout cas si je parle en mon nom, que je dois ajouter à cette surcharge d'informations déjà présente dans notre société. Et je tiens à insister, peut-être même d'une manière exagérée, sur le fait que je parle en tant que médium d'une société occidentale. Parce que je sais pertinemment que je ne vivrai pas du tout la même médiumnité et les mêmes difficultés ou facilités si j'appartenais à une société diamétralement différente. Donc, finalement, il est très important de considérer la médiumnité à la fois sur son aspect quotidien, ce qu'elle représente au quotidien, et c'est ce que nous allons aborder dans la deuxième partie, mais il me semble nécessaire de comprendre que la médiumnité reste une caractéristique de l'être qui est amenée à évoluer au fil de l'évolution de la personnalité elle-même et de l'environnement et des différents âges de l'être humain.
Et très certainement que je reviendrai dans quelques années, si toutefois ce podcast existe encore ou peu importe de quelle manière je partagerai les choses, peut-être que dans quelques décennies, je serai à même de vous parler de la médiumnité et de ce qu'elle a pu apporter ou en tout cas de ce qu'elle a pu accompagner comme évolution de ma propre personnalité au fil des âges, à mes 40, 50, 60, 70 ans, parce que je suis persuadée que dans l'évolution propre qui est induite par ces âges charnières, par ces décennies charnières, il y a forcément une manière dont la médiumnité se propose qui est encore différente des 3 premières grandes décennies que j'ai pu vivre moi en tant qu'individu. Mais alors, qu'en est-il de la médiumnité telle qu'elle se propose et telle qu'elle est vécue au quotidien ? Et je crois que c'est finalement ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire de comprendre à quel point la médiumnité peut transformer la vision du quotidien, ou en tout cas comment elle peut être vécue. Ce que j'ai pu remarquer dans mon expérience personnelle, c'est que ma médiumnité, en tout cas, est très changeante au fil des mois, des semaines, des jours, parfois même des heures. Parce qu'encore une fois, elle dépend de la manière dont nous nous sentons, elle dépend de nos émotions, elle dépend de nos phases de fatigue, d'énergie, de nos phases d'intégration, c'est-à-dire que la médiumnité est un outil qui est régulièrement mis à jour, et donc ces mises à jour nécessitent, ou en tout cas impliquent, des transformations intérieures et des modifications dans la manière dont elle est vécue. Généralement, les périodes de crise médiumnique, en tout cas c'est comme ça que, encore une fois, que je les nomme, ces périodes de crise médiumnique sont des périodes de profond bouleversement. Ces profonds bouleversements, ils sont à la fois corporels, émotionnels, ils sont vécus aussi par notre capacité à percevoir ou non l'invisible, puisque lors des phases majeures de crise médiumnique, nous pouvons avoir l'incapacité totale de percevoir quoi que ce soit de subtil. Quand je dis totale, ça reste une légère exagération dans le sens où, hors maladie, virus ou autre période de ce type, je n'ai jamais vécu une extinction totale de ma médiumnité. Mais par exemple, en tant que médium qui ait fait de cette médiumnité une profession, je constate que certaines périodes m'imposent d'annuler ou de reporter des rendez-vous, tout simplement parce que je suis tout à fait incapable d'aller écouter, capter de l'information subtile à propos d'autres personnes. C'est tout à fait impossible. Et je sais dans ces moments-là que je suis dans une sorte de phase de mise à jour qui n'est généralement pas très longue, en tout cas dans cette difficulté de percevoir, mais qui est quand même là et qui doit être vécue avec le moins de résistance possible parce que, comme on le sait, dans tous les aspects de notre vie, plus nous résistons à ce qui se propose naturellement en nous, plus nous vivons de difficultés et de contraintes, et souvent vécues dans le corps. Mais ces crises médiumniques, elles impliquent clairement une transformation profonde à la fois dans notre manière de percevoir, mais aussi dans notre corps. Alors, le premier réflexe à avoir est bien évidemment de consulter un médecin, de consulter des professionnels de santé pour comprendre si l'anomalie ou en tout cas les symptômes vécus viennent d'un déséquilibre ou d'une pathologie quelconque corporelle. Mais une fois qu'on a écarté toutes ces causes directes de maladies, de pathologies ou de choses de ce type, eh bien on peut se rendre compte que certaines phases de santé très défaillantes, d'intense fatigue, peut-être même d'une forme de surmenage ou en tout cas de symptômes de surmenage, peuvent venir pour les personnes médiums de crises médiumniques. Tout simplement parce que le corps et l'esprit se doivent de vivre en harmonie. Ils se doivent de trouver une sorte de cohérence. Ils se doivent de devenir une sorte d'entité qui collabore et qui coopère pour
permettre à la conscience de s'établir à la fois dans la matière, mais aussi de recueillir de l'information plus subtile. Or, lorsque l'esprit évolue, lorsqu'il y a une sorte de mise à jour qui est faite d'un point de vue médiumnique, qui est toujours relatif à l'esprit, eh bien, le corps, lui, n'a pas la même rapidité d'évolution. Il ne va pas se transformer aussi rapidement que l'esprit. Récemment, j'ai vécu cette période de crise médiumnique qui m'a permis finalement de développer mes perceptions, de les affiner. J'ai bien vu la différence. Cette période s'est faite sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de manière plus ou moins intense. Mais en tout cas, il y a eu ces phases où je sentais que mon esprit était beaucoup plus vif et beaucoup plus à même de capter avec précision des informations issues de l'invisible. Je comprenais bien qu'il y avait une transformation majeure qui se jouait au niveau de ma conscience, mais mon corps, lui, n'avait pas du tout cette capacité d'évoluer si vite. C'est-à-dire que généralement, ces crises médiumniques représentent une modification, ou en tout cas une transformation de l'esprit qui peut se faire en quelques heures ou quelques petits jours. Et en ces quelques heures ou quelques petits jours, on constate un net changement dans notre manière de percevoir les choses. Ce sont des petits paliers de passé, à chaque fois. Or, le corps, lui, a besoin de semaines, de mois, voire même parfois d'années pour pouvoir s'ajuster à la même, on va parler de fréquence, que l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a un besoin pour le corps de rejoindre l'esprit dans finalement cette signature qu'il a décidé d'emprunter. Mais le corps, lui, vit ses transformations à sa manière, bien évidemment, qui n'est pas une manière invertueuse ou qui n'est pas une manière violente d'être vécue. Cependant, le lien esprit-corps induit que tout changement dans le corps peut se transformer en douleur ou en inconfort vécu par l'esprit qui habite ce corps. Et donc, ces crises médiumniques peuvent bien souvent devenir des périodes de grande souffrance, ou en tout cas d'inconfort dans le corps et d'inconfort vécu avec un grand désarroi, parce que, encore une fois, si l'on écarte les pathologies chroniques non diagnostiquées, si l'on écarte toutes les pathologies, etc., et encore que on comprend qu'il y a toujours une raison sous-jacente, ou très souvent une raison sous-jacente à ces pathologies, eh bien, on peut se rendre compte que certaines périodes de grands tourments peuvent finalement prendre pour source une transformation profonde dans notre manière de percevoir l'invisible et de percevoir le monde en termes généraux. Et pour ceux qui aimeraient finalement comprendre ce que représente la médiumnité au quotidien et en quoi elle représente une information supplémentaire, très certainement, comparativement à une autre partie de la population qui peut-être n'a pas développé cette manière de percevoir le monde, eh bien, la médiumnité, elle est présente tout le temps, même lorsque nous n'en avons pas conscience. Et c'est d'ailleurs le propre des médiums de naissance, c'est-à-dire que lorsque nous sommes médiums de naissance, nous n'avons pas forcément besoin de souhaiter une information pour qu'elle intervienne. Il y a des manières effectivement de freiner une partie des informations, mais il y a toujours une part inconsciente qui n'est pas éteignable. Aussi, je remarque, comme je le disais tout à l'heure, que lorsque je rêve la nuit, de plus en plus souvent, je perçois des morceaux de vie ou des informations qui ont un rapport avec d'autres personnes que moi. Il m'est arrivé un bon nombre de fois de rêver de parties de vie ou même de secrets, de choses qui ne devaient pas être révélées par une personne, par une famille ou dans des contextes particuliers et qui me parviennent en rêve. Encore une fois, comme je le dis, ce n'est pas volontaire, je n'initie pas de demande et surtout comme je n'ai absolument pas conscience de ces secrets, je ne peux pas demander à les connaître puisque je ne sais même pas qu'il y a. C'est le propre d'un secret que de ne pas être mentionné comme étant lui-même un secret, normalement. C'est la première étape. Donc il m'arrive très souvent de percevoir le fondement de conflits, la nature de certains secrets ou de révéler des choses, en tout cas d'obtenir une forme de révélation ou de vivre une forme de révélation de choses qui n'auraient pas dû normalement être connues. Comment je le sais ? Parce que dans certains contextes,
il m'arrive de rêver de personnes en particulier et de considérer que ce rêve était vraiment particulier, qu'il mérite peut-être d'être communiqué. Et donc, dans ces cas-là, j'envoie un message à la personne concernée, je lui raconte mon rêve et il m'arrive très souvent que la personne me dise « Bon, je vois que tu es au courant. » Normalement, je ne devais pas en parler, mais voilà, tu es visiblement au courant. Cela peut avoir un rapport avec des projets qui sont en train d'être créés, qui restent secrets et qui ne seront révélés que plus tard. Ça m'est arrivé encore il y a assez peu de temps. Ça peut concerner des choses qui ont été vécues dans le passé, qui ont été considérées comme étant un traumatisme ou une difficulté de la vie et que la personne garde pour elle. Et finalement, au détour du récit d'un de ses rêves, elle ose me dire que, en fait, elle a réellement vécu quelque chose qui ressemble à ça. Parfois, elle me raconte ce que c'est, parfois non, parce qu'encore une fois, la nature d'un secret, c'est généralement de ne pas être révélé. Il m'arrive aussi régulièrement de rêver de contexte en pré-séance, c'est-à-dire que lorsque j'accompagne des personnes en consultation, eh bien, il m'arrive parfois de rêver de leurs problématiques ou de la source de leurs problématiques avant que la séance n'ait lieu. C'est assez rare, mais encore une fois, il est parfois difficile de faire le lien entre un rêve et la personne qui vous consulte ensuite. Tout simplement parce que on ne connaît pas forcément les visages de ces personnes, on ne connaît pas leur vie à l'avance et il est parfois difficile de faire les liens. Mais je considère aujourd'hui que ce vécu de rêves qui sont comme les prémices d'une séance sont la part inconsciente de la séance qui est déjà en train de se poser. Le fait est que cela signifie qu'en tant que médium, même nos rêves ne nous appartiennent pas toujours. Et ça, c'est très important de le signifier, tout simplement parce qu'on a tendance à parler des rêves comme étant le langage de l'inconscient de manière exclusive, comme s'ils venaient révéler des choses sur nous-mêmes, sur nos journées passées, vécues, etc. Or, mon expérience de médium me montre bien que j'ai parfois accès à des détails, des contextes de vie qui n'ont absolument rien à voir avec ma réalité, mais plutôt avec la réalité d'autres personnes. Et dans ces cas-là, il est absolument nécessaire de savoir prendre du recul et d'apprendre à faire la différence entre ce qui nous concerne ou non. Et spoiler alerte, il y a parfois des contextes de rêve qui ne permettent pas du tout de faire la différence entre ce qui nous appartient ou ce qui ne nous appartient pas. Ce qui est parfois extrêmement aliénant puisque on se retrouve avec une information qui semble donner des réponses, mais des réponses à des questions que l'on ne se pose même pas. Et donc il peut y avoir toute une remise en question personnelle qui est induite par le fait que nous sommes traversés par des informations que nous ne comprenons pas. Et donc il devient nécessaire d'encore une fois entreprendre un chemin introspectif qui nous permette d'identifier ce qui nous appartient ou non, ce qui est notre réalité ou non. La médiumnité, c'est finalement aussi se réveiller parfois la nuit avec une personne qui est debout à côté de votre lit et qui vous regarde, parfois même d'ouvrir les yeux et d'avoir un visage qui est juste au-dessus du vôtre. C'est particulièrement délectable comme situation. Mais être médium, c'est finalement aussi être très régulièrement, voire quotidiennement, en contact ou en tout cas en présence de défunts, d'esprits qui espèrent une connexion avec vous, une écoute, ou qui parfois n'espèrent pas autre chose qu'une petite dose d'énergie, petite dose de matière éthérique pour pouvoir cheminer dans ce qui est leur évolution d'âme qui se désincarne. Dans tous les cas, ça n'est pas anodin. C'est-à-dire que la présence de ces défunts peut impacter le sommeil, vous réveiller régulièrement, impacter ou influencer encore une fois la nature des rêves que vous allez faire, mais il faut savoir que la présence d'un défunt va avoir tendance à consommer de l'énergie vitale qui vous appartient. Comme je le disais, c'est une énergie qui est nécessaire pour eux, ils l'ont en carence, et donc ils viennent la chercher là où elle est disponible. Et généralement, elle est beaucoup plus disponible chez les médiums. Donc, ça n'est absolument pas négligeable de se retrouver régulièrement avec des présences que l'on perçoit plus ou moins clairement. Pour ma part, je les perçois de manière tout à fait claire la nuit, mais le jour, je ne les perçois que par une sorte de sensation, un petit peu comme si j'avais un sonar qui me permettait de situer la présence de ces défunts. Et j'ai mon écran de l'esprit qui m'envoie l'image de ces défunts et la nature, homme, femme, de quelle couleur de peau, quelle couleur de vêtements, quelle est son histoire, ce qu'il souhaite, etc.
Bref, tout ça, ce sont des informations que l'on peut recueillir assez facilement, mais tous les médiums ne perçoivent pas les défunts comme des êtres humains que vous côtoyez tous les jours. C'est bien différent de ça. Dans tous les cas, leur présence impacte forcément la sensation d'énergie vitale dans le corps et la manière dont on vit le quotidien. Ça peut tout à fait provoquer des accès émotionnels ou des mouvements intérieurs qui ne nous appartiennent pas et qu'on ne conçoit pas forcément immédiatement comme étant issus d'un défunt qui nous côtoie. Également, la médiumnité, elle peut permettre de recueillir, même inconsciemment ou involontairement surtout, de l'information issue des personnes que vous côtoyez. Parfois, vous pouvez sentir l'aspect honnête ou malhonnête d'une personne. Vous pouvez sentir dans quel état émotionnel elle est, même si son visage trahit complètement cette sensation profonde. Vous pouvez sentir quand des conversations entre deux personnes ne sont pas tout à fait honnêtes, encore une fois. Il est tout à fait possible de ressentir tout un panel d'informations de ce type. Et encore une fois, c'est parfois très très difficile de faire la différence entre ce qui est de l'ordre de nos propres préconceptions et de ce qui est de la réalité subtile de ce que la personne vit ou expérimente. D'expérience, effectivement, on remarque bien que certaines sensations restent toujours intactes, même après avoir questionné nos propres idées préconçues à propos de la personne ou à propos des personnes en général, ou lorsque l'on a entrepris un travail émotionnel sur nos propres failles et nos propres blocages. Mais il s'avère qu'il y a très souvent des informations qui nous parviennent et qui sont tout simplement issues de réalités impalpables que la personne n'a pas forcément envie d'exprimer non plus. Être médium, c'est finalement aussi être au service de l'invisible et au service d'un dessein que nous avons choisi d'incarner. Et d'une certaine manière, nous n'avons pas toujours le choix de la manière dont nous vivons notre vie. C'est ce qui a été constaté par nombre de médiums et que j'ai moi-même vécu, c'est-à-dire que ce métier qui est plus qu'un métier, qui est finalement une vocation, est une vocation quasi absolue. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas refuser cette part de nous-mêmes. Ce qui implique de grands ajustements dans notre vie, dans notre carrière, dans ce que nous souhaitons finalement incarner ici-bas. Il y a ce que la personnalité aimerait réaliser et il y a ce que l'âme a choisi d'incarner. Et comme toute vocation, peu importe ce qu'elle est et de quelle nature elle est, la médiumnité est de ces vocations qui, pour certaines personnes, ne pourra pas être transigée, ne pourra pas être mise de côté. Et ça, c'est un rappel que nous vivons à la fois par notre santé, mais aussi par les murs que l'on se prend lorsque l'on tente d'emprunter une autre direction que celle qui a été, entre guillemets, décidée pour nous, que nous avons décidé d'incarner pour nous-mêmes. Et comme la médiumnité est aussi le propre d'une sensibilité exacerbée, je n'ai pas envie de parler d'hypersensibilité parce qu'il me semble qu'aujourd'hui ce terme soit quelque peu galvaudé et qu'on y mette un petit peu tout ce que l'on a envie d'y mettre. Donc je ne parlerai pas d'hypersensibilité, mais simplement de sensibilité exacerbée. On est d'accord, blanc bonnet et bonnet blanc, mais c'est quand même une nuance qui, à mon sens, est très importante à spécifier. Donc la médiumnité est le propre de la sensibilité exacerbée et donc d'une sensibilité qui est potentiellement exacerbée sur de multiples plans, notamment le plan émotionnel. Ce qui signifie que tous les stimuli propres à l'humanité, ou en tout cas propres à l'être vivant, parce que les animaux vivent aussi des émotions, mais ils les vivent différemment, c'est aussi pour ça que je fais la distinction. Je pense qu'ils ont beaucoup moins de difficultés à faire le pont entre les deux mondes que nous, êtres humains, qui avons un mental acéré. Il me semble que
ces manières de retranscrire l'information par le prisme émotionnel, par le prisme de l'idée, de la sensation, de la réflexion, sont vécues d'une manière paroxystique par les médiums qui, justement, sont comme une sorte de corde beaucoup plus sensible de l'instrument, une corde qui va finalement, d'une certaine manière, créer une mélodie beaucoup plus fine, mais fine dans le sens où elle sera beaucoup plus complexe, ou en tout cas reçue d'une manière plus complexe. Ce qui peut finalement, d'une certaine façon, retranscrire ces informations dans le corps avec une intensité qui est assez singulière et assez propre à cette caractéristique humaine. Il est bien évident que malgré la longueur de cet épisode, je n'ai pas mentionné la moitié de ce qui constitue finalement la réalité d'une personne médium, mais il me semblait primordial que je puisse, au détour d'un épisode beaucoup plus personnel et beaucoup plus spontané, vous partager ce qu'est la réalité médiumnique et surtout ce que cette réalité induit sur la manière de vivre la temporalité et notamment les cycles. Et donc, il me semblait nécessaire de pouvoir aborder cette notion de charge supplémentaire, d'information supplémentaire qui est accessible à la personne sensible et sensible d'un point de vue médiumnique. Parce que la médiumnité, ce n'est pas seulement une jolie étiquette que l'on brandit en public pour se donner finalement des airs assez spéciaux et peut-être pour pouvoir obtenir une reconnaissance désirée depuis longtemps en tout point de vue de notre personnalité. La médiumnité, c'est un chemin initiatique qui n'est pas forcément choisi consciemment et qui parfois ferait beaucoup de bien à s'éteindre au moins partiellement. Le fait est que la médiumnité, quand elle est là, elle influence tout. Elle enrichit tout, mais pas toujours que du meilleur. Et il me semble nécessaire d'aborder ces aspects-là, tout simplement parce que lorsque nous vivons ces crises médiumniques, nous avons parfois la sensation que quelque chose nous échappe et que nous n'avons pas réellement conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous avons fait toutes les recherches médicales, aucun diagnostic. Tout semble aller très bien dans le meilleur des mondes. Et puis lorsque nous faisons un diagnostic psychologique, eh bien, tout semble globalement aller, il n'y a pas de pathologie. Alors qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous ? Eh bien, il y a, dans certaines périodes que nous vivons, l'exacerbation de nos sens médiumniques et une mise à jour profonde de notre système d'exploitation. C'est-à-dire une mise à jour concrète de la manière dont nous percevons le monde, et parfois même, je pense que nous avons beaucoup plus conscience en tout point de vue de l'évolution propre à notre corps et qui finalement a tendance à impacter toutes les parties de ce que nous sommes, alors que pour une personne qui n'aurait pas développé cette médiumnité, peut-être que cette évolution corporelle n'aurait pas été vécue avec autant d'ardeur et autant de questionnements profonds et de remise en question existentielle. Médiums et médiums, je vous souhaite un chemin des plus apaisés. Je vous souhaite de garder confiance en vous, confiance en votre capacité à surmonter ces crises médiumniques. Et je sais pertinemment que pour la plupart d'entre vous, vous avez tout à fait la force à l'intérieur de surmonter ces périodes. Elles sont difficiles, elles sont profondément ancrées, mais elles sont là pour le meilleur. Et ça, je pense que nous devons nous en rappeler. Et à celles et ceux qui rêvent de développer une médiumnité sans avoir conscience du revers de cette fameuse médaille, eh bien, sachez que le revers existe et qu'il fait partie intégrante de la condition de médium et que tant que nous n'avons pas vécu la profondeur et la complétude de l'information subtile et de la manière dont elle nous habite, nous ne pouvons pas avoir conscience d'à quel point cela nous englobe et d'à quel point cela change notre vision du monde. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode
N'hésitez pas à me faire vos retours sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à commenter sous la publication de l'épisode la manière dont vous vivez votre médiumnité. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, qui est le seul réseau social sur lequel je sois réellement active quasi quotidiennement et sur lequel je vous partage les actualités, les nouveautés, les formations, les conférences que je partage avec de très chouettes personnes. Ce sont toujours de très chouettes personnes. Je vous dis à tout bientôt. Merci infiniment. Prenez soin de vous.